C'est trouver un mode d'être différent en traversant, non pas en évitant la peur, par exemple, mais en la traversant ou en se confrontant ou en acceptant qu'elle passe par là, qu'elle soit là aussi. Bien sûr. Avec. Vous avez peur, vous avez peur du vide, vous avez peur de vous trouver dans quelque chose que vous ne contrôlez plus, le fameux contrôle. Bon, c'est très bien. C'est très bien. Je vais pas gommer ce moment-là. Parce qu'à ce moment-là, je fais un retour en arrière. Non, je ne gomme pas. Je dis, voilà, vous avez peur, c'est très bien, c'est là que vous êtes. Alors, piétinez. Restez-y un instant. Voilà, voilà. Le client qui arrive, qui vous dit je ne veux plus ceci, vous dites d'accord. D'accord, restez-y un instant encore. D'accord. Même le temps qu'il faut. Oui, ou même rester là. Même rester là. Oui. Voilà. Je n'ai pas du tout, moi, à vouloir pour l'autre. Si vous êtes là, vous êtes là. Vous savez bien que vous pouvez aller plus loin, mais enfin, ce n'est pas le problème. Pour l'instant, vous êtes là. Si on s'installe là où on est, on gagne tout. Donc vous concluez avec cette phrase là dans votre dernier ouvrage, c'est à partir du moment où on est à sa place, les problèmes sont résolus dès qu'on pose la question. Oui. Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui. Être confortablement assis à sa place. Alors, avant qu'on pose peut-être d'autres questions dans le public, y a-t-il des personnes qui souhaitent poser des questions? Monsieur Roustan, je voudrais vous demander si, à votre avis, il existe un état d'hypnose. S'il existe un état d'hypnose, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ça me fait rentrer en hypnose quand vous me posez la question. Ah, bon, très bien. Donc ça existe, alors? C'est peut-être le seul état qui existe. Oh! Alors là, nous serions tous en état d'hypnose. Mais alors, dans quel sens? Puisque nous parlons, on n'est pas... Je pense que notre fonctionnement cérébral prend sa source dans l'état d'hypnose et ensuite il y a des transductions qui sont... Vous pouvez nous expliquer un peu ce que vous pensez? Vous ne pouvez pas? C'est intuitif. Oui. Enfin oui, je pourrais l'expliquer, mais là, on parlerait dans la neurologie, etc. On parlerait de l'expérience de Piaget, que vous connaissez, etc. Oui. Je pense que vous connaissez l'expérience de Piaget. Non. Mais c'est-à-dire que la décision se prend avant qu'elle devienne consciente. Voilà. Voilà. C'est l'expérience d'un neurochirurgien. Oui, on faisait bien avant Piaget. Hein. Oui, même avant. Mais lui, il l'a traduit scientifiquement. D'accord. Il y a une demi-seconde entre le potentiel... 135 millièmes. Oui. Et donc, c'est curieux, non? Ah ben c'est essentiel, tout à fait. C'est tout à fait essentiel. Ça remonte à l'histoire de l'arc réflexe. Fin du 19e siècle. Tous les gens des États-Unis, de France, d'Allemagne. J'ai lu il y a quelques jours un texte que j'essaye de traduire d'un nommé Heidenhain de Breslau. C'est un bijou, il explique tout à propos de l'hypnose, dont cet élément physiologique. Qu'est-ce qui est fondamental pour moi là-dedans, c'est qu'il existe des sensations non senties. C'est ça qui est fondamental. C'est à ça que vous faites allusion. Il existe des sensations non senties. Et nous vivons comme êtres vivants à partir de ces sensations non senties. Et comme vous dites très bien, la volonté et l'intelligence et la conscience viennent après. Comment on appelle dans un cirque monsieur qui explique les choses qui vont arriver? Monsieur Loyal. Eh bien, notre conscience, c'est un monsieur loyal qui fait mine d'être celui qui a l'initiative. C'est tout. Mais le travail est déjà fait. Nous vivons précisément à un degré d'inconscience et de non-volonté qui est tout à fait capital. Et qu'est-ce que c'est que l'état hypnotique? C'est tout simplement le fait de se retrouver comme un être vivant soumis
à toutes les influences de l'environnement et réagissant à tous les éléments de l'environnement. C'est ça. Si je pouvais écrire un livre, ça serait là-dessus. On va éventuellement, après poser d'autres questions. Oui, s'il vous plaît. Il y a beaucoup d'études qui sont faites en neurosciences en ce moment concernant justement l'hypnose, etc. Et notamment, il y a eu la fameuse étude qui a été faite par Pierre Rainville sur la question de la douleur et le comparatif qu'il a pu faire, enfin, qui a été fait par lui et son étudiant sur un certain nombre de méditants zen qui ont pu être soumis justement aux stimuli de la douleur et puis d'autres personnes. On a les mêmes sources. Quel est le rapport justement? Quel est le rapport entre ces gens qui sont, donc tous ces méditants zen qui sont dans une recherche en fait de la pleine conscience et les gens qui sont des gens qui pratiquent l'hypnose, qui sont dans... Quel est le rapport entre tout ça? Ça peut être du même ordre. C'est du même ordre. Ce qu'on fait, c'est de la pleine conscience. Quand oui. on est dans un état hypnotique. Qu'est-ce que ça veut dire, pleine conscience? Ça veut dire pas de conscience du tout. Voilà, c'est ça. Très important, ça. Très important, mais de ce fait, quand on me dit, moi, ce que tu fais, c'est de la méditation, c'est du zen, c'est quoi encore? Beaucoup d'autres choses. Enfin bon, tout ça, mais la différence, tout de même, la différence, c'est pas la différence. Il y a des gens qui font la méditation depuis des années, qui ne changent en rien. Qui font du zen ou du yoga depuis des années, ça ne change rien à leur vie. Alors ça, c'est encore un autre versant. Qu'est-ce qui se passe? Quand des gens me disent « j'ai fait de méditation depuis longtemps, etc. », je leur pose cette question. Est-ce que, quand vous êtes en méditation, vous y mettez les difficultés de votre vie? Ah, mais quoi? Non. Alors, vous avez d'une part votre existence, d'autre part des moments de méditation. Exactement comme des gens qui disent « moi je veux une séance d'hypnose ». Pourquoi? Ben, pour faire une séance d'hypnose. Mais vous devez bien avoir une raison ou quelque chose vous trouble dans votre vie. Moi, je compare quelquefois l'état de méditation ou de zen ou d'hypnose à un espèce de grand lac dans lequel on entre, où il y a toutes nos influences, toutes nos possibilités, tout ça. Et on y jette nos problèmes. Il n'y a pas d'exemple que ce problème ne fonde pas, ne soit absorbé par l'immensité qui nous entoure. Donc je pense que tout ça c'est la même chose. Mais Pierre Rainville n'a pas encore, c'est pas encore attardé. Moi je lui ai posé la question plusieurs fois. Pardon? J'étais une fois où vous lui avez posé la question. Oui, il ne s'est pas intéressé à ça. Et je ne sais pas pourquoi. Enfin bon, c'est peut-être plus difficile de traiter, mais par exemple Jean Roch, qui est un autre hypnotiseur au Canada, s'intéresse à ça. C'est ce petit temps qui nous indique que nos vies sont fondées sur un état de sensation non sentie. Et ça, j'en parlais tout à l'heure, c'est la définition de l'arc réflexe, du mouvement réflexe. Le mouvement réflexe, c'est un mouvement qui est provoqué sans l'usage de la volonté, sans l'usage de l'intelligence, et qui est provoqué en réaction à une sensation non sentie. Pas à une sensation non sentie. Si je vous pique, là, vous n'avez pas le temps de sentir. Bien sûr. Voilà. Eh bien, c'est à ce moment-là qu'il se passe des choses. Si on peut entrer, si on pourrait définir l'hypnose comme étant l'état où on n'a plus à penser, ça c'est négatif, on n'a plus à vouloir, ça c'est négatif, et on se situe au niveau de sensations non senties. Ça c'est une bonne définition de l'hypnose. Donc la conscience, s'il vous plaît, laissez tomber. Non. Modifier, pas modifier, c'est ça rime à rien. De vieilles expressions dépassées. Oui.
Ben, pas dépassé, non, 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 pas du tout dépassé. Non, pas dépassé. Ah, pas du tout dépassé, non. Si vous demandez à, oui. si vous demandez à des gens qui ont 1 an, 2 ans de formation à l'hypnose, on vous demande qu'est-ce que c'est que l'hypnose, immédiatement vous avez la réponse. Un état de conscience modifié. Ah bon, d'accord. Enfin, en tout cas pour vous. Mais non, mais analysons un tout petit peu. C'est une définition absurde. Un état, c'est toujours quelque chose de modifié. Regardez dans le dictionnaire. Bien sûr. Donc, N'importe quel état de conscience est déjà modifié. Oui, mais le mot, le mot état, ça ne convient pas, puisque c'est toujours modifié. Donc il faut supprimer état et modifier. Il reste conscience. Conscience, allez voir le dictionnaire de philosophie, on ne sait pas ce que c'est. On sait ce que c'est que conscient et consciemment, c'est-à-dire adjectif ou adverbe, une modalité, disent les logiciens, mais on ne sait pas ce que c'est que la conscience. Pas plus que l'inconscient. On a substantivé ces mots pour en faire des choses, mais c'est rien. La conscience n'existe pas. Ce qui existe, c'est vos états conscients, ou vos états inconscients, ou votre volonté consciente, ou votre volonté inconsciente. Mais la conscience n'existe pas. Donc philosophiquement, c'est une absurdité. Mais ça ne fait rien, on continuera encore. S'il vous plaît, vous avez oui, une question? Moi j'ai une question, puisque en soi-même, cet état de présence en fait se passe d'intention. En tant que thérapeute, on n'a pas d'intention pour son patient, puisque la guérison est déjà là en fait. Oui, oui, oui. Alors moi, je nuancerais ça pour dire qu'on est tout le temps à 2 niveaux quand on est thérapeute. On est à un niveau d'inconscience et de présence où rien ne se passe, où on ne sait rien. Et puis on est tout le temps à un niveau critique, en se demandant qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai fait, comment l'autre réagit, etc. Et ça n'est pas grave. Car une chose que j'ai essayé d'introduire il y a déjà certainement plus de 20 ans, c'est qu'on vit toujours à 2 niveaux différents. Ça se retrouve maintenant à propos de ces éléments de physiologie. Mais on vit toujours. Par exemple, je suis en train de vous parler. J'essaye de dire des choses qui soient intelligibles en français. Mais en même temps, je sens bien l'atmosphère. Je sens bien le milieu. Donc tout ça imprègne mon corps. Ça rend possible que je continue à vous parler, ou au contraire que je me referme, etc. Donc on vit tout le temps à ces 2 niveaux. Mais en thérapie, ce qui est certainement fondamental, c'est très nettement, dans un sens très explicitement, être un niveau simplement du sentir. Mais je ne peux pas ne pas être en permanence critique. Dans le mental, utiliser le mental comme un outil. Absolument, absolument. Soit pour me protéger, soit pour rassurer le patient. C'est pour ça que j'apprends beaucoup de techniques, etc., et que c'est absolument nécessaire. Mais je ne suis pas dupe. Je sais bien que ce n'est pas ça qui est Parce que très souvent, si vous interrogez des hypnothérapeutes, vous lui dites « mais en quoi ça consiste ton travail ?» Ils ne savent pas répondre. Ils disent « je fais ci, je fais ci, je fais ça, je fais ça ». Mais non, mais... Comme disait le monsieur, est-ce qu'il y a un état? Oui, oui, bien sûr qu'il y a un état. Mais qu'est-ce que c'est? Explicitez-le. Voilà. Mais on vit toujours à 2 niveaux. Certainement. Et il faut peut-être aussi permettre au patient d'être en harmonie, lui, avec ces 2 niveaux, c'est-à-dire de... Pas pendant la séance. Pas pendant la séance. Pas la peine. Par exemple, c'est très intéressant ça. Par exemple, moi je fais très attention depuis des années à ne rien n'attendre du patient quand il a fini, quand il sort de sa transe. Ne pas lui demander qu'est-ce qui s'est passé. Alors c'est très frustrant, parce que quelquefois les gens viennent une fois, ils ont fait quelque chose, simplement ils disent je suis plus léger, je suis plus légère, puis on ne sait pas ce qui se passe. Mais je crois que c'est une façon, d'ailleurs Erickson lui avait une astuce, il commençait à parler de votre parapluie, puis à la fin il parlait du parapluie. Il estimait que ça fermait la séance. Mais ne pas expliciter tout de suite ce que vous avez vécu.
laisser ça un moment dans le fond, dans les bases. Oui. Ne pas demander tout de suite d'explication. Parce que comme si on ouvrait quelque chose qui n'a pas encore eu le temps de mûrir, de se jouer. Sauf si on vous dit, ben, je me sens plus léger, je me sens plus légère. Au revoir. Mais c'est vraiment très frustrant. Moi, ça m'arrive très souvent maintenant. On ne sait pas. Alors 2 ans après, ou 3 ans après, ah ben j'ai un autre problème, alors je reviens vous voir. Mais la séance que vous avez faite, ah ben c'était très bien. Voilà. Il faut laisser. Mais le patient n'a pas, pendant la séance, à changer de registre. C'est-à-dire à expliciter ce qui lui est arrivé. Sauf encore si ça vous rassure, parce que vous avez besoin de savoir, etc., ou parce que vous voulez être guidé, etc., ben oui, pourquoi pas. Mais ça peut se passer sans. Une autre question? Oui. Oui. Monsieur Roustan, Madame. votre exercice, est-ce que vous avez été confronté à des demandes chez les sujets autistes, ou des sujets un peu différents, et qu'est-ce que vous pensez donc de l'hypnose chez ces sujets-là? J'ai aucune expérience. Aucune expérience. Je me souviens d'une fin de conférence où une dame qui était à la tribune avec moi m'avait agressé en me disant on a l'impression que c'est la réponse à tout, mais moi je m'occupe d'autistes, j'ai rien à faire, etc. Ne nous mettons pas en colère. Non, moi j'ai aucune expérience. Mais je ne peux pas ne pas croire que si vous vous occupez d'autistes, vous serez plus à l'aise si vous vous mettez dans cet état-là. Oui. Bonjour, en fait, j'ai pas une question, j'ai peut-être des questionnements parce que j'ai plusieurs défauts. Donc, d'un côté, je ne suis pas, j'ai pas fait de formation en hypnose, donc c'est une des raisons pour lesquelles je me trouve ici, pour découvrir. Deuxièmement, je suis psychiatre, donc c'est pas forcément une qualité. Et alors, je voudrais, par rapport à... Donc déjà, je tiens à vous féliciter parce que, en ce qui concerne votre philosophie de rendre les personnes confuses, je trouve que le discours a été complètement confusogène. Donc vraiment, pour moi, oui. Effectivement, c'est très bien. parce que je trouve que vous dites une chose et son contraire. Tout à fait. Et, par exemple, on ne doit jamais parler du passé, mais quand donnez-vous quelque chose du passé peut faire pivoter la vie. Donc, tout à fait. Oui, oui. On se tait, mais en même temps, on parle du passé. Donc voilà, je m'excuse, mais il y a des choses qui, effectivement, j'essaie de comprendre votre philosophie, oui. Parce que je la trouve extrêmement intéressante. Mais très confuse. Non, elle est confusogène puisque c'est votre but. Ah non, je veux pas vous. Vous avez dit que dans la mesure où on crée la confusion, on atteint le but de la thérapie à un certain moment du monde. Moi, je ne veux pas vous hypnotiser. Ensuite, par rapport à la question qui a été posée vis-à-vis de l'état hypnotique, bah, moi je conclus maintenant que je vais avoir une réponse. Vous avez dit en certain moment, si on s'installe là où on est, on règle tout. Ce qui pour moi, mais avec mes défauts de psychothérapeute dans ma pratique, signifie qu'en fait on n'avance plus jamais dans la mesure où le but de la psychothérapie classique, celle que moi je fais, est de permettre aux patients ou aux personnes qui sont en thérapie de trouver la voie du bonheur et l'unité de soi. Pour moi, si vous voulez, c'est ma conviction, la voie du bonheur se retrouve dans l'unité de soi et je pense que l'hypnose classique, ce que je sais de l'hypnose, sert à ça. Mais par rapport à l'hypnose, je pense qu'effectivement, si on s'installe là où on est, on règle tout et qu'on fait une hypnose, on est tout le temps dans une hypnose et qu'elle ressemble beaucoup à une sorte de coma superficiel. Est-ce qu'on pourrait... abréger la question. Abréger, voilà, oui, on abrège, je peux m'arrêter. Juste, voilà, peut-être commencer, c'est Monsieur Roustan. Oui,
Alors, attendez. La première question, c'était... Les paradoxes et les contradictions. Oui. Alors, c'était quoi la contradiction? J'oublie vite. La contradiction était qu'il y a plusieurs contradictions dans votre discours. C'est une contradiction permanente de votre discours. Oui. Parce que vous parlez des situations dans lesquelles... Ah oui, le passé, d'accord. Alors, c'est pas... je ne suis pas sûr que ça soit une contradiction. Quelqu'un me raconte son passé. Je ne m'intéresse pas directement au passé. Mais, pendant que la personne me raconte son passé, je pointe quelque chose qui est capital. Donc, le discours sur le passé est quelque chose qui va me permettre d'entrer en contact avec cette personne là où quelque chose va pouvoir se jouer. C'est pas contradictoire, ça. Ce qu'en même temps veut dire que vous n'êtes pas aussi violent que vous voulez paraître. Ah oui, est-ce que vous parlez de violence? Mais je suis gentil, mais bien sûr que non, je suis très gentil. Donc justement, je voulais éclairer les choses. D'accord, oui, vous avez raison. Mais enfin, qu'il y ait beaucoup de paradoxes dans tout ce que j'affirme, ça, alors là, j'ai envoyé ça à un ami logicien, le dernier livre, là, sur Socrate, j'ai dit, ce livre où il y a beaucoup trop de paradoxes. Parce que le logicien dit, il n'y a pas de paradoxe. Il suffit de lever le paradoxe. Bon, voilà. Votre deuxième question, parce que j'ai pas tout à fait noté, j'ai pas noté les... Je vais vous poser une question qui est un peu, si vous voulez, qui peut être dérangeante. D'accord. Vous parlez de... On a évoqué un certain moment l'éthique. Et en même temps, à côté du mot éthique, vous parlez du mot violence faite au client et du fait que c'est ce que je vends. D'accord. Du fait de vendre. D'accord. Et ma question, qui peut être un peu dérangeante, mais aussi pour laquelle j'aurais besoin d'une réponse, c'est pas une voie de la facilité quand même? Peut-être. Mais pour terminer la conversation, je vais vous conseiller de lire... Ah, vous voulez que je me taise? Oui, mais parce qu'on pourrait parler très très longuement. Lisez un chapitre que j'ai relu pour me préparer à venir dans Influence. Ça vaut pas grand-chose, maintenant c'est en poche. Influence, c'est un chapitre intitulé « La manipulation ericksonienne ». C'est assez subtil, vous verrez, mais c'est peut-être intéressant pour vous. Merci beaucoup. De rien. Françoise, tu as une question? Alors, je vais avoir une question plus courte, je pense. Simplement, je voudrais rebondir sur l'importance que vous semblez accorder à la notion de silence dans les séances que vous avez. Et en poussant un peu le trait, est-ce que cette façon de gérer ces séances pourrait permettre de l'utiliser de façon plus collective? Vous voulez dire quoi? Par exemple, dans la thérapie familiale ou... Peut-être, ou même d'autres, c'est une question sans que j'aie de pré-réponse à y mettre. Oui. Mais c'est une question où vous suscitez l'importance que vous accordiez au silence, dans le fait de permettre aux personnes d'être essentiellement là, et que c'était là la réponse. On pouvait imaginer de pouvoir le faire avec plusieurs personnes. Oui, il n'y a pas de difficulté, mais je me méfierais beaucoup d'un silence systématique. Quand j'ai appris à me taire au cours des années, parce que il y a, mettons, 10 ans, 15 ans, le silence m'était insupportable. Il fallait que je parle, il fallait que le patient parle. C'est au fur et à mesure que je n'ai pas éprouvé le besoin de parler. Mais c'est quelque chose qui s'est imposé progressivement. Et ça m'arrive encore aujourd'hui d'être angoissé et de devoir parler. Mais si je décide de me taire, c'est foutu. Voilà. Mais à un certain moment, j'ai plus rien à dire. Et puis je vois que la personne qui est là n'est pas du tout troublée par le silence. Et fait ce qu'elle a à faire. Donc, c'est toujours la même chose. Si c'est systématique, c'est foutu.
Jean, tu avais une autre question? Plusieurs remarques. Oui. D'abord, me voilà rassuré, parce qu'une des questions que je me posais, c'était comment expliquer à des gens qui s'installent qu'ils vont se faire payer pour ne rien faire et ne rien dire. Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. J'ai dit ça à la première séance de formation en hypnose chez Jean-Marc. J'ai dit, d'abord, nous sommes des escrocs. C'est d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord là-dessus, allez vous habiller. Bon, ça, c'est essentiel. Assumer cette... C'est même pas du vent comme le font les romanciers ou les cinéastes. Mais c'est rien du tout. Ensuite, une autre réflexion qui a... Me voilà rassuré, me dire au moins on a un mode de transmission. Mais oui, ça j'ai compris ça très vite comme psychanalyste. Tu es un escroc, il y en a qui supportent ça, qui viennent te voir et te payent. Et ça leur fait éventuellement du bien. Laisse-les venir. La deuxième chose, et ça va peut-être vous ramener à la première partie de votre vie, c'est que en vous écoutant et en vous écoutant parler de la conscience et de son absence ou d'être complètement en soi, je me suis demandé si au fond vous n'étiez pas en train de nous montrer un chemin pour nous retrouver dans l'état qui précède, vous savez, cette métaphore où on goûte à un fruit qui est celui de l'arbre de la connaissance. Comme si tout d'un coup on pouvait retourner à quelque chose de plus, alors je vais dire de plus animal, de plus incarné, oui. De moins cérébral. Et je me demande, est-ce que c'est un retour aux sources pour vous? Non, pas du tout. Vous avez dit justement animal. Oui. Si je peux ressembler à un chat ou à un chien ou à un cheval, c'est formidable. Animal, tout à fait. Exactement. Ça m'arrive très souvent, ça met depuis longtemps, ça. De demander à quelqu'un, vous êtes là, vous êtes un arbre. Vous êtes comment je suis un arbre? Vous êtes un arbre. Vous êtes, même pas, vous êtes un morceau d'arbre, un bout de soliveau. Soliveau, c'est ce qui reste de racines. Ouais. C'est ça. Mais alors, mais comme ça. Mais si vous pouvez même, vous pouvez être un rocher. Vous avez le droit simplement de sentir le chaud et le froid. C'est tout. Donc c'est pas du tout un retour à quelque chose qui serait le paradis terrestre ou je sais pas quoi. Non, c'est beaucoup plus proche finalement de ce que Lévi-Brühl décrit pour les primitifs. C'est ça. Des gens qui participent. Moi je crois que quand on est en état d'hypnose, le thérapeute, mais aussi bien sûr le patient, on est dans cet état primitif du vivant, de l'organisme vivant. Oui, ça d'accord. Un organisme vivant dans un milieu. Et on s'installe là-dedans. Et donc on est prêt à recevoir toutes les sensations qui viennent de ce milieu. Et on s'y adapte. Je disais tout à l'heure, j'utilisais le mot réflexe. Je me mets dans l'état où je ne gêne plus le réflexe. Je n'ai plus à penser, je n'ai plus à vouloir, j'ai à me faire manipuler par le milieu ambiant. Voilà. Pavlov avait raison. Et Pavlov, j'ai appris ça, entre parenthèses, Pavlov était l'élève de Heidenheim à Breslau, un grand physiologiste. Voilà. Un état donc dans lequel toute autre chose que la pensée, cette pensée conditionnée, aliénante, etc., toute autre chose que la pensée est là, présente, et donc permet justement de modifier une autre façon de penser. Oui, c'est ça. Pas plus la volonté que la pensée. Oui. Ça, c'est négatif. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que justement, on devient vivant. Vous parliez, est-ce qu'on peut parler aussi d'état archaïque? Si vous voulez. Mais c'est tellement précieux que parler archaïque, ça fait péjoratif. Ouais. Ça fait couillon pour des philosophes, certainement. Oui. C'est pas grave. Mais la vie, c'est quand même pas mal.
Et là, un organisme vivant, c'est quand même pas mal. Cette chose merveilleuse dont on pense, moi je pensais à propos d'une naissance, que chaque individu a son affaire à lui. C'est son ADN, etc. Des milliards et des milliards, et que la vie n'arrive pas. Alors on peut dire qu'elle va nous réinventer un peu, ou nous conduire à la mort tranquillement, doucement. Et l'imagination, alors, dans cet état, Oui. Où se situe l'imagination? Est-ce que l'imagination est dans l'interface? Est-ce que l'imagination, où se situe l'imagination parce que vous parlez à plusieurs reprises, surtout dans votre ouvrage « Qu'est-ce que l'hypnose de l'imagination ?» À quel moment elle intervient? Alors, je pense qu'elle intervient à plusieurs endroits. D'abord, il faudrait revenir à notre pratique. Par exemple, elle intervient très fortement dans le cas de l'analgésie. Oui. Pour l'analgésie, c'est absolument capital d'entraîner quelqu'un à l'imaginaire. Mais je pense aussi que pour nous, c'est déjà une grande délivrance par rapport à ce que nous croyons être la logique et la rationalité. Donc c'est déjà quelque chose qui nous ouvre à quelque chose de bien plus fluide. Et de fait, beaucoup d'interventions, beaucoup d'inductions hypnotiques on raconte une histoire, c'est-à-dire à ce moment-là, au fond, il y a deux versants de l'hypnose. Il y a un versant où on sort de la réalité, et un versant où on s'y fond complètement. Moi, par mon travail, par les patients qui viennent me voir, c'est beaucoup plus l'insertion dans l'existence. Mais je vois aussi qu'il est très important de sortir de l'existence. C'est très intéressant de voir que Erickson travaillait sur les deux tableaux par rapport à la douleur. D'une part, il faisait imaginer des tas de choses. Il raconte à une femme qu'elle n'est plus là, qu'elle est dans la salle d'à côté, ou bien il raconte à une autre femme qu'elle se promène dans le jardin des plantes ou le jardin zoologique, ça, cette histoire extraordinaire. Et puis, par ailleurs, il apprend à une femme à maîtriser sa douleur comme elle maîtrise ce qui est très, très fort comme... quand on mange des piments. Oui. Bon. À supporter le piment, il dit c'est la même chose aux douleurs. Vous allez d'abord manger un piment pendant 5 minutes, aujourd'hui, et puis 10 minutes demain, et peu à peu, au bout d'un mois, cette dame maîtrisait tout à fait sa douleur. Donc là, c'est au contraire un acte de maîtrise où on s'enfonce complètement, où on prend la réalité telle qu'elle est. Mais je crois qu'il y a les deux versants tout le temps dans notre pratique. Ouais. Quelquefois, on est obligé de sortir de la réalité pour pouvoir y rentrer. Oui. Tout simplement, en fait, qu'est-ce qui définit pour vous une bonne ou une mauvaise séance d'hypnose? J'en sais rien. C'est après coup, quand quelqu'un vient me revoir 2 ans après et me dit « la séance a été formidable, ça a changé ma vie ». Ça, je me dis, la séance n'a pas dû être trop mauvaise. Ouais. Ça m'amène sur une autre question, en fait. Quelle est votre recherche, vous, en tant que thérapeute, quand vous êtes face à un client, au-delà de l'aspect de tout ce qui a été décrit depuis tout à l'heure déjà, mais je dirais, vous, votre objectif dans la séance, c'est quoi? Mon objectif, par rapport au patient? Ouais. Enfin, plus par rapport à... Pas vraiment le patient en tant que tel, mais plus par rapport à ce que vous allez apporter pour la personne, qui va faire que la personne va trouver matière à changement. Je lui apporte essentiellement la reconnaissance de sa singularité et de sa liberté. C'est-à-dire que je ne lui impose rien, que je ne suis juge de rien, que je ne sais rien du tout sur ce qui sera bon pour elle ou pas, mais je suis en présence d'eux et je donne toute la place à cette personne. Mais je ne veux rien pour elle ou pour lui. Je veux rien, je ne sais pas. Non pas je ne sais pas,
Peut-être que je peux imaginer ce qui serait bon, mais ça n'a aucun intérêt, puisque c'est lui qui va, ou elle, qui va décider de ça. Mais le passage par la reconnaissance de la singularité de cette personne. Ce qui bouleverse un patient, c'est quand, pour la première fois de sa vie, il ou elle est reconnu comme lui. Ça ne leur est pas arrivé, parce que c'est toujours dans une utilisation, etc. Non, on est là en face de quelqu'un, puis on le laisse tranquille. On ne le juge pas, surtout pas de diagnostic. Si on hésite, ben, qu'elle aille voir le médecin. Mais nous, non. On ne catégorise pas le patient. Vous avez utilisé à plusieurs reprises le mot de singularité. Et je crois que c'est dans la fin de la plainte, j'ai trouvé que vous faites une distinction très intéressante pour nous tous entre identité et singularité. Comment passer de l'un à l'autre? Est-ce que vous pourriez nous réexpliquer ça pour ceux qui n'ont pas encore lu toute votre œuvre? Mais qu'est-ce que vous avez compris, vous? Moi, je veux bien. On va terminer. Moi, si je faisais un raccourci, l'impression qu'on peut avoir, c'est que l'identité est une perception de soi subie, alors que la singularité deviendrait une reconnaissance de soi choisie, si je voulais le faire très condensé. Mais l'impression qu'on a en vous lisant, je trouve que c'est très intéressant par rapport à cette notion qu'on a souvent à aborder dans notre pratique, celle de l'identité ou de la singularité. C'est comment, en opérant cette distinction, on a l'impression que vous libérez la personne de ses conditionnements. Ça, c'est le départ de l'identité, pour reconstruire une nouvelle, alors si on reprenait l'ancien vocabulaire, on dirait une nouvelle identité ou une nouvelle singularité qui est comme le choix des conditionnements qu'on décide de reconnaître chez soi. J'avoue que cette distinction est assez lointaine pour moi, mais enfin de fait, vous vous en rendez très bien compte. Oui. Non, je crois que le mot identité, d'abord, est très pauvre et très faux en un sens, parce que quelqu'un est fait d'une multitude pas d'une multitude d'identités, d'une multitude d'appartenances. Voilà. Alors si l'identité est le résumé des appartenances, ça n'est pas encore, ça n'est pas ressenti. Le problème, c'est que quelqu'un puisse ressentir qu'il est, peu importe le mot au fond finalement. L'important, c'est que quelqu'un puisse ressentir que quelqu'un est en face de lui, qui ne lui demande pas de compte et qui ne cherche pas à faire de lui ou d'elle autre chose que ce qu'il est. Premièrement, ne pas changer. Premier principe du changement, surtout ne pas demander à quelqu'un de changer. Mais si quelqu'un est là vraiment, qu'il est reconnu par quelqu'un comme il est, alors ça va devenir une bombe. Donc, enlevons de nos pensées l'idée de faire un diagnostic et de demander à quelqu'un de changer. On trouve... Parce que pour reprendre ce que vous dites, parce qu'on n'est pas dans le présent. On n'est pas dans le présent, donc il n'y a pas de relation. On n'a de relation avec quelqu'un que dans le présent. Si déjà je projette sur cette personne ce qu'elle va devoir faire pour être autre, ben je la manque. Ouais. En finir avec le jugement de Dieu, disait ce fou de... Et Deleuze reprenait ça en disant en finir avec le jugement. Comment il s'appelle? Artaud. Artaud, merci. J'ai relevé une phrase dans le zen, dans l'art du tir à l'arc, le zen dans l'art chevaleresque du tir à l'arc, pour être plus précise, se dépouiller de toute intention, de tout vouloir, afin que sans aucune réflexion, direction ou contrôle, l'accomplissement de l'acte se déroule de lui-même. Voilà.
Parfait, c'est parfait. Ouais, pas de doute. Il faut que nous religions ça souvent, mais merci beaucoup, ça conclut très bien. Et voilà, un peu conclure et poser ce qui s'est dit jusqu'à maintenant. Tout à fait. Nous vous remercions, je vous remercie. Merci de votre accueil. Merci de votre accueil.